Cette petite voix qui nous dit tout le temps «bof, on verra ça demain». On la connaît tous, hein? Et si en fait ce n'était pas juste de la flemme, mais un incroyable mécanisme de défense de notre cerveau? Allez, aujourd'hui, on décrypte ensemble la psychologie secrète de la procrastination. On verra ça plus tard. Ça sonne familier, pas vrai? C'est un peu la devise officielle de celles et ceux qui repoussent tout. Mais attention, la science est formelle, ce n'est pas de la paresse. Non, non, c'est une réaction émotionnelle et c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est pas de la paresse, c'est de la pure psychologie. Imaginez un peu, notre cerveau, c'est comme un pompier. Face à une tâche qui le stresse, un gros incendie quoi, il préfère aller éteindre un tout petit feu imaginaire à côté, genre scroller sur les réseaux, plutôt que d'affronter le vrai brasier. Voilà, c'est exactement ça la procrastination. Et accrochez-vous bien parce que ce chiffre est juste dingue. En 2022, une étude a révélé que 74% des Français procrastinent régulièrement. 74%. Pour faire simple, ça veut dire que sur un groupe de 4 potes, il y en a 3 qui, là, maintenant, sont en train de repousser un truc qu'ils devraient faire. Bon, première chose à faire, on va défoncer un énorme mythe. Associer la procrastination à la paresse, c'est comme confondre un smartphone dernier cri avec une vieille calculette. Ça n'a juste rien à voir. C'est parti. Voilà la définition, c'est l'acte de faire volontairement et activement autre chose. Et le mot important, c'est bien activement. On ne fait pas rien, au contraire. On choisit délibérément de passer 3 heures à trier ses photos de vacances plutôt que de se mettre à ce dossier qui nous file des sueurs froides. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, les raisons sont super variées. Ça peut être la peur de l'échec, le manque de motive, l'anxiété, ou juste l'ennui face à une tâche. Le perfectionnisme aussi, paradoxalement. Ou tout simplement, plus de batterie, les batteries mentales à plat. Les racines du problème, elles sont vraiment profondes et super personnelles. Ça parle à quelqu'un. Maintenant, le truc vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule procrastination, mais des procrastinations. Il y a de vrais profils types, des visages différents. Les psychologues ont carrément fait des portraits robots. Voyons un peu si on s'y reconnaît. Alors, on a 2 grands classiques. D'un côté, il y a le procrastinateur éveillé. C'est celui qui kiffe la pression, qui a besoin de l'urgence de la deadline pour carburer. Sa devise, je bosse mieux sous pression. Et de l'autre, on a le procrastinateur évitant. Lui, il flippe de l'échec ou de la critique. Du coup, repousser, c'est une façon de repousser le jugement. Sa petite phrase, c'est « Ah, si j'avais eu plus de temps, ça aurait été parfait ». Et la liste est encore longue. Il y a l'indécis, paralysé par la peur de faire le mauvais choix. L'épicurien, qui préfère juste faire un truc plus sympa. Le chronique, pour qui c'est qu'une vraie habitude de vie. Et le rêveur, plein d'idées mais qui a du mal à se lancer. Le simple fait de s'identifier à un profil, c'est déjà un pas de géant pour s'en sortir. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux cerné le problème, on passe aux solutions. On va voir qu'il y a des outils, des vraies techniques pour en finir, pour reprendre un peu le contrôle sur notre cerveau. Une technique super efficace, travailler en sprint. Oublions la montagne de travail qui nous attend. L'idée, c'est de la découper. D'abord, un gros projet, on le divise en objectifs pour la semaine. Ensuite, on s'engage. On partage cet objectif avec quelqu'un, un pote, un collègue. Et enfin, on livre. Le délai est court, il y a une petite pression sociale, et d'un coup, c'est beaucoup plus gérable. Un autre truc essentiel, protéger son pic d'énergie. On a tous des moments dans la journée où on est au top de notre concentration. Faut les identifier. Si on est du matin, on fait le truc le plus dur à ce moment-là. Si on est plus efficace le soir, on garde les tâches complexes pour la fin de journée. On garde les trucs simples comme les emails pour les moments où on est un peu à plat. En gros, on adapte le boulot à son propre rythme. Et puis, il y a toute une boîte à outils pratiques. Par exemple, préparer sa liste de priorités la veille au soir, quand on a la tête froide. Créer des barrières physiques, se déconnecter de tous les réseaux. Utiliser des applis comme Forest pour bloquer les distractions. Commencer sa journée par la tâche la plus relou, comme ça c'est fait. Et surtout se récompenser quand on a fini un truc. Le secret, c'est de piocher et de trouver ce qui marche pour soi. Maintenant, attention, petit retournement de situation. Et si toute procrastination n'était pas forcément mauvaise? Et si parfois, c'était même un super pouvoir? Ça s'appelle la procrastination active. C'est quand on décide intentionnellement de repousser une tâche. Pas par peur, mais parce qu'on pense que ce délai va nous amener à un meilleur résultat, à plus de créativité. C'est un peu comme laisser une bonne pâte levée. On laisse le cerveau bosser en fond et il fait des connexions improbables. Le but, c'est de reporter une tâche pour trouver une solution plus créative. C'est une technique qu'utilisait par exemple Steve Jobs. Il laissait ses idées mariner pendant des mois avant de sortir des produits qui ont tout changé. Mais attention, c'est à double tranchant. Il faut l'utiliser de façon stratégique, sinon on bascule vite dans la procrastination chronique.
Alors, au final, que faut-il retenir? Que la procrastination, ce n'est pas une fatalité. C'est un signal que notre cerveau nous envoie, un message à décoder. Et faire le premier pas, c'est ce qui compte le plus. Pour résumer, retenons les points clés. Primo, la procrastination, c'est une histoire d'émotion, pas de paresse. C'est la base. Deuxio, identifier son propre profil de procrastinateur, c'est crucial pour trouver la bonne solution. Et tertio, il existe des stratégies concrètes, comme les sprints, qui peuvent vraiment briser le cycle. Finalement, la plus grande victoire, ce n'est pas de tout changer d'un coup. C'est le tout premier petit pas. La question à se poser est donc simple. Quelle est la première petite action qu'il est possible de mettre en place dès aujourd'hui ?